Bienvenue sur leur FM 100.9, c'est rendez-vous avec, comme chaque jeudi, avec Gilles Charles. Gilles, c'est le retour de la culture dans Rendez-vous avec cette semaine. Bonjour Philippe, bienvenue à tous les auditeurs de Loire FM. Effectivement, en janvier, on en avait parlé avec le maire de Roche-la-Molière. On avait dit on fera un spécial street art et aujourd'hui, on a la chance de recevoir deux des protagonistes de ce grand événement, la 3e édition du Street Art Festival de Roche-la-Molière. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Catherine Vazy, bonjour. Bonjour. Partenaire de ce Saphir. Tout à fait. Et Fernando Davila, on dit bonjour Fernando. Bonjour. On dit le grand Manitou, le grand chef de ce festival. Quel est votre titre exact dans cet événement? Commissaire général en fait. Commissaire général, donc garde à vous. Alors avant de parler du Saphir, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. On va peut-être commencer par l'artiste. Fernando, quel est votre parcours? Comment on devient commissaire d'un tel événement? Disons que en tant qu'organisateur d'événements, le passif c'était avec la ville de Saint-Étienne. Déjà en 2002 avec une première expo avec des graffeurs pour Art dans la ville sur 8 cubes géants sur le parvis de la cathédrale Saint-Charles. C'était un début, puis on avait fait aussi tous les murs de l'AFPA. On avait fait aussi rue François Gillet, des locaux municipaux stéphanois. Et puis après, j'ai été en charge du commissariat aussi de toute la partie graphique pour la ville de Saint-Étienne sur de multiples années en fait. Et après, c'est la rencontre avec Éric Berlivet qui a fait le Saphir. Mon parcours, moi, il est plus simple. J'ai débuté dans la rue. En faisant du graphe, par la suite une école d'art appliqué pour devenir créatif dans un bureau de pub et par la suite une entrée en galerie suite à la création d'un festival à l'époque qui s'appelait Festivart et la rencontre d'un galeriste qui avait la Galerie L à Saint-Étienne. Vous aviez déjà des prédispositions pour le dessin ou pour la création? Ouais, tout gamin, ouais, mais disons que déjà tout gamin à l'égal de Picasso, mais je suis pas Picasso, loin de là, mais j'ai jamais su dessiner comme un gamin. Le Monsieur Patate, j'arrivais pas à le faire, donc j'ai toujours dessiné en fait sans grosse différence avec maintenant, quoi. Des trucs hyper figuratifs où il n'y a pas réellement de gros défauts, quoi. C'était pas des dessins d'enfants. Et donc on a toujours voulu mettre aux Beaux-Arts, mais par manque de moyens, j'ai pas pu y rentrer. Ouais. On revient à vous dans un petit instant. Catherine, vous êtes plutôt dans la communication. Expliquez-nous un peu votre rôle dans ce Saphir. Exactement. Alors, mon rôle, c'est développer le Saphir et communiquer dessus, puisque c'est la 3e année. C'est un festival qui accueille cette année 12 artistes. Donc, il y aura 10 murs peints, plus d'autres supports dans tous les cheminements de la ville de Roche-la-Molière. On va déjà donner la date, 19 au 21 mai, pendant exactement, 3 jours, 19, 20, 21. Donc là, le gros avantage, c'est que les street artistes qui sont plutôt des artistes de l'ombre, on va pouvoir partager des moments avec eux, donc venir les rencontrer pendant qu'ils réalisent les fresques. Donc c'est là où il y a tout l'intérêt de ce festival et qui est, je crois, à ce jour plutôt unique en France, Fernando, c'est ça? Dans sa composition et oui. Et dans le montage, oui, il est particulier. Mais comme tous les autres festivals de France, mais celui-là a une particularité, c'est que, on va dire, au niveau des personnes qui participent, c'est le niveau, quoi. Il est très élevé pour une petite ville de 11 000 habitants. On a parlé de 10 murs. Est-ce qu'on a des œuvres qui sont tellement grandioses qu'il faudrait plus de 3 jours pour les faire? Ou alors on fait en sorte que ça rentre dans ces 3 jours? Ouais. Disons qu'en fait, quand je recrute en fait les street artistes, on a un cahier des charges qu'on respecte et ils s'adaptent en fait. Mais c'est calé toujours pour les 3 jours. Est-ce qu'on a un délai? On sait que telle fraise va durer 8 heures, d'autres 4 heures. Oui. D'autres, ouais, plus ou moins. Ouais. C'est à savoir que tous ceux qui interviennent, là, c'est vraiment des professionnels donc, du street art et de l'art en général, puisqu'ils ont tous des entreprises, de toute façon. Donc, Et ils arrivent, vous leur avez donné une indication, vous leur avez dit on voudrait de tel format, ça se passe comment? Il y a un cahier des charges pour l'artiste? Je lui envoie, j'envoie à chaque artiste, c'est moi qui définis où il va travailler.
Et en fait, il a juste le cahier des charges du mur qu'il a réalisé, donc avec les cotes et le revêtement. C'est tout ce qu'il sait. Et est-ce qu'on s'adapte donc c'est un peu une commande? Non, non, Non. non, parce qu'en fait, même donc c'est des locaux privés, hein, des murs privés, hein, la majorité du temps. Et la seule, enfin le point sur lequel je lâche rien et qui fait ce festival, c'est qu'il n'y a aucune thématique imposée, Ils sont Aucune. totalement libres. Totalement libre. Mais il y a quand même peut-être des choses à respecter par rapport à l'environnement, par rapport à des couleurs de murs, par rapport... Non, Non, du tout. non, ils sont totalement Ah libres. ouais, totalement. Et ces murs, ils appartiennent à qui? Alors, quand on dit privé, c'est qui? C'est des entreprises, c'est des particuliers? Alors, il y a des murs d'entreprise, il y a des murs de particuliers, et de plus en plus de demandes d'ailleurs pour des maisons privées, des immeubles, des copros privés et des locaux municipaux. Et là, c'est des choses qu'on peut voir en accès libre ou il faut avoir une autorisation pour rentrer dans la propriété ou pour... Ben, disons que c'est sur la voie publique, Ouais, c'est sur la toutes voie les publique. fresques donnent sur la voie publique, donc non, 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 il n'y a pas de nécessité d'autorisation en fait. On a également, pendant cette période des 3 jours, une foire d'art contemporain avec 30 artistes. C'est une complémentarité du festival ou c'est quelque chose de différent? C'est une alternative à certaines expos qui, pour des jeunes créateurs, sont payantes. Et pour moi, c'est un peu, voilà, c'est un peu mon côté aussi Robin des Bois là, dans ce truc-là. C'est que je trouve ça aberrant que, à l'heure actuelle, en France, on soit toujours obligé de payer pour pouvoir exposer, quoi. Et je trouve ça un peu, on met des couleurs sur les murs. Bon, après, il faut avoir un minimum de talent. Et je pense que c'est la reconnaissance des autres artistes qui fait la qualité d'un travail, enfin, et puis de sa reconnaissance. C'est ce qu'on dit, la reconnaissance de ses pairs, quoi. Et, euh, et là, du coup, en fait, non, non, le choix, il est... je me souviens plus de la question. Je me suis perdu. Là. Vous pouvez reposer la question? Ouais. Non, je disais si c'était complémentaire, la foire d'art contemporain qui aura lieu à la même date. Oui, voilà, donc c'est complémentaire dans le sens où c'est une autre vision de l'art, en fait, contemporain, in situ. Et en fait, dedans, il y aura donc des anciens des premières éditions du Saphir. Donc, ils présenteront, eux, des œuvres, mais à taille indoor, ça veut dire pour mettre en intérieur. Et des créateurs, en fait, et de la région, et puis de toute la France. Mais le niveau est haut aussi, hein, pour la foire d'art contemporain. Il y a de très bons artistes qui arrivent et c'est vraiment du bon niveau. On est cette année donc à la 3e édition. Ouais. Est-ce que c'est les mêmes qui reviennent? C'est des Non. artistes différents? Chaque année, vous renouvelez? Comment ça se Ouais. passe là aussi pour le choix? Chaque année, en fait, je mets une nouvelle équipe en place. Donc, j'essaye de faire que ça soit des équipes avec un panel assez étendu de tout ce qui se fait en street art. Donc, pour que les gens puissent avoir une vision large, voilà, ouais, du street art. Mais non, c'est toujours des gens différents, à part quelques exceptions. Catherine, vous aviez levé le doigt comme à l'école? C'était pour expliquer que la foire d'art contemporain, qui va rassembler une trentaine d'artistes et qui va exposer leurs œuvres, permet à ces artistes de vivre. Puisque les graffeurs, quand ils travaillent sur des murs, la plupart du temps ne sont pas rémunérés. Donc là, des artistes de renom veulent venir vendre leurs œuvres et tout le monde va pouvoir s'approprier un morceau d'art. Ça veut dire que le lambda comme moi, il peut acheter n'importe quelle œuvre, il peut découvrir plein de choses. C'est un événement à la fois pour les yeux et puis aussi pour acquérir des connaissances. Exactement. Et le gros avantage, c'est que dans cette sélection, on a été obligé de sélectionner 30 artistes exposants, puisque nous sommes accueillis dans une entreprise Sofoda, qui est partenaire. Qui se trouve à Roche-la-Molière. Qui se trouve à Roche-la-Molière. Donc pendant ces 3 jours, Eric Berlivet le maire et Fernando voulaient donner la possibilité à des artistes de faire découvrir au plus grand nombre leur travail. C'est vrai que les murs, ça nous limite dans la commune. On ne peut pas faire 50 murs et inviter 60 artistes. Donc là, vraiment, dans cette foire d'art contemporain, ça permet à d'autres artistes d'exposer et de vendre des œuvres. Et il y a tous les prix, puisqu'il y a des jeunes artistes qui commencent. Et puis, il y en a d'autres beaucoup plus confirmés. Donc, c'est ouvert à toutes les bourses. Au niveau géographique, tous ces artistes, ils viennent de quel coin? Est-ce qu'on a des Stéphanois? Est-ce qu'on a des gens qui viennent de l'international? On a donc...
Pour la foire d'art contemporain, donc c'est au niveau national. Donc on a Paris, Nantes, Marseille, Tours, ça peut être aussi Strasbourg. Enfin, c'est vraiment toute la France, Lille. Au niveau Saphir, c'est international par la présence aussi de Pez qui est de Bogota. Les autres sont pareils, donc il y a Grenoble, Paris, mais c'est plus niveau national les autres. Après, il y a une question aussi de coût de transport et on n'a pas non plus un budget limité. Donc le cahier des charges, c'est d'essayer d'avoir un panel assez large pour qu'il y ait pareil un accès à la population au street art, puis de qualité. À savoir par contre que pour les artistes de street art, ils sont tous ceux qui sont hormis un. Sont tous en vive, quoi, je veux dire. C'est des professionnels. Ah oui, tous, c'est des professionnels. Et pour la foire d'art contemporain, hormis 4, les autres en vivent aussi. Est-ce que dans le street art, il y a des régions en France qui sont plus à la pointe que d'autres? Est-ce qu'on classe ça par région ou est-ce que ça n'a absolument rien à voir? Est-ce qu'il y a des courants? Est-ce qu'il y a des... Non, parce que le principe même du street artiste, c'est de se déplacer. Ouais. Donc non, après c'est des spots. Donc on appelle ça un spot. Il y a des spots plus importants que d'autres, mais disons que maintenant il y a pas une ville qui se détache plus qu'une autre, quoi. Je veux dire, avant c'était Paris parce que c'est la capitale, Marseille, enfin les mégapoles, mais maintenant non, ça c'est fini. Si on regarde après, c'est les sélections d'artistes qui sont faites, qui est important et mais mais non, vous avez Grenoble qui a fait son festival dernièrement. À côté, vous avez Aurillac. Non, ça s'est vraiment développé et ça tend à se développer de plus en plus, puisque... Pour revenir à la genèse du street art, est-ce qu'on sait à peu près comment est né cet art de la rue? Disons de tout temps, depuis Lascaux, il y a eu des street artistes, puisque dans les grottes... Il fallait bien qu'il y en ait un qui mette des trucs pour qu'après... savoir que c'est un peu ça, j'aime bien cette base-là, parce que le mec, en fait, à l'époque, qui faisait ça sur les murs des grottes, il était totalement inutile, lui, parce qu'il n'était pas chasseur ni cueilleur, et que dans la tribu, hormis le mettre la fonction de sorcier, s'il l'avait, il ne devait pas servir à grand-chose. Sauf que maintenant, on sait comment il chassait, comment il mangeait, comment il se déplaçait, grâce à ces fresques-là. Donc ça laisse une trace du passé, et le street art, c'est un peu ça aussi. C'est de laisser une trace gratuitement sur un mur. Enfin, moins maintenant, puisqu'il ne mange pas que des noisettes. Donc, mais ça a toujours été normalement un art populaire et gratuit, quoi. Vous m'avez dit qu'il y avait aussi des origines un peu latines. Oui. Disons que ceux qui sont un côté politique aussi. C'est ça. Ceux qui sont le plus démarqués là-dedans, dans la liberté d'expression, c'est les Mexicains. Il y a eu aussi les Irlandais, mais c'était vraiment politisé. Donc toutes les révolutions, mais enfin c'est vraiment les Mexicains qui ont mis ce mouvement en place. Après c'est les ghettos donc noirs aux États-Unis qui ont repris le truc. Puis après ça a été détourné par les gangs. Donc la base elle est américaine. Et après, elle est venue en Europe, quoi. Mais la base est américaine. Donc l'idée, c'était à la base donc, de communiquer, de donner un message à travers les murs, j'allais vous dire un peu à ce que l'on trouvait pour délivrer un message. C'est ça. Le but, c'était ou de marquer un territoire ou de délivrer un message. Mais à la base, c'était un message. Et puis, c'était un mode de communication aussi. Parce que, si vous voulez, dans le principe même des Mexicains, dans l'information, quand on regarde ce qu'on appelle... murales, ça veut dire donc un mur en mexicain. Vous voyez par exemple un tableau, c'est purement figuratif. Et il y a deux petites mémés qui se promènent dans la rue avec 2 petits paniers. Donc quand on regarde le tableau comme ça, on se dit, c'est 2 mémés qui vont marcher, quoi. Il y a rien d'exceptionnel. Mais si on regarde plus précisément l'œuvre, on se rend compte, dans le détail, on se rend compte qu'il y a sous le fichu, on voit une crosse d'automatique, quoi. Donc, et c'est un peu ce que je fais moi dans mes tableaux, c'est que si un enfant regarde mes tableaux, il va pas voir certaines choses qu'un adulte pourrait voir, quoi. Vous voulez dire qu'il y a plusieurs lectures? Il y a des codes dedans, ouais. Pour venir à vous qui êtes artiste également, comment on est influencé, comment on s'inspire, qu'est-ce qui fait qu'on choisit telle ou telle couleur, tel ou tel support, telle ou telle, j'allais même dire peinture? Après, il y a, je pense,
l'affinité déjà personnelle, l'environnement et le cercle d'amis qu'on a, quoi, ce qu'on appelle le move, quoi, ou le crew, c'est-à-dire le groupe, qui influence, hein, mais c'est une question d'affect perso, ça, en fait. Vous avez des messages particuliers à faire passer dans vos tableaux ou c'est complètement, j'allais dire, abstrait? Non, maintenant, c'est le message, en fait, dans mes dernières séries, elle s'appelle donc América Perdida, ça veut dire Amérique perdue. Et en fait, toutes mes œuvres en fait, sont des dieux incas, restylisés et déstructurés, mais c'est des réels dieux, pour parler un peu de cette ethnie et puis cette civilisation qui a disparu au même titre que les autres. À l'heure actuelle, on parle beaucoup d'envoyer, donc on envoyait beaucoup de sondes dans l'espace, et Stephen Hawking, qui est un intellectuel, voire un physicien de renom, a quand même mis en garde l'humanité de plus envoyer des sondes, car au même titre justement des Indiens aux Amériques, si jamais en fait il y a un vaisseau qui arrive jusqu'à nous, vu le précédent qu'il y a eu sur notre planète, ça veut dire en fait quand les Européens sont arrivés chez les Américains, on a vu le résultat, quoi, en fait. Il y a eu une disparition, quoi, en fait. Vous voulez dire que faut pas le message, je crois que j'ai lu, hein, c'est faut pas trop attirer les extraterrestres parce qu'ils pourraient nous manger, quoi. Ouais, voilà, exactement. Nous détruire. Catherine, vous êtes également à la tête de RG4. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est le principe de RG4 ? RG4, c'est une entreprise qui est une conciergerie d'artistes, hein, donc qui accompagne justement ces jeunes artistes, et moins jeunes aussi, de street art, et artistes contemporains aussi pour quelques-uns, dans le monde du travail. En fait, notre job, c'est d'un côté artistique, donc Fernando les aide, pour certains, il les accompagne sur leur travail de base. Et puis d'un autre côté, avec Marion, on s'occupe de toute la partie administrative et moi-même de la partie commerciale. Et Rémi, qui a été le créateur des cahiers intempestifs, s'occupe de la partie édition d'art de ces artistes, puisque certains ont des livres qui accompagnent leurs œuvres, etc. Donc on est là pour assister les artistes et pour développer l'art dans le monde des entreprises publiques et privées. J'allais vous dire, vous êtes un peu leur tuteur. C'est un grand mot. Disons que les artistes ont commencé à travailler dans des galeries pour la plupart. Certains ont eu des agents et ont été un peu déçus d'un système dans lequel ils ne se reconnaissaient pas. Puis on va dire que c'est le work in progress, hein, c'est-à-dire qu'ils préfèrent rentrer dans une structure, prendre ce dont ils ont besoin et pas payer pour une globalité. Et quand ils rentrent dans une galerie ou quand ils prennent un agent, ils sont obligés d'avoir une globalité. Donc quand ils viennent chez nous, eh bien, on les accompagne selon ce dont ils ont besoin. On parlait en apporté avant de démarrer cette émission, on disait également que finalement le street art, c'est des artistes qui ne suivent pas vraiment la voie qui est tracée, le chemin qui est écrit. Ils ne font pas les beaux-arts, il y a aussi des questions de budget. C'est finalement un art qui est un peu à part. Non, parce qu'en fait, le street art, en fait, on s'imagine que c'est des revendicateurs permanents et tout, ou des gens qui sont sortis du système. C'est pas du tout ça. Si on regarde par exemple le principe de Jace, les Gouzous à La Réunion, il était prof de bio, hein, donc quand on regarde, disons que le parcours en fait majoritaire, hein, si on regarde Ella et Pitre, ils sortent des beaux-arts, hein. Enfin Pitre sort des beaux-arts et là de la com, donc c'est différent, mais majoritairement c'est des gens qui sortent du milieu privé, professionnel. Et dans le street art, beaucoup sont des anciens graphistes, en fait. Ça veut dire qu'avec des boulots plus techniques, mais moins, avec une partie créative, mais un énorme cahier des charges. Et d'autres étaient tout simplement des patrons d'entreprise ou des gens qui ont décidé de changer de vie pour réaliser leurs rêves perso, quoi, en fait. C'est pour ça que c'est quand même assez carré, quoi. Quand on voit les street artistes à l'heure actuelle, ceux qui sont reconnus, la moyenne d'âge, c'est entre 40 et 60 ans, hein, et c'est des gens installés, hein, donc après selon les générations ils ont l'esprit rock'n'roll, c'est sûr, mais c'est pas des déviants, quoi. Non, c'est le street art est quand même au niveau qualité technique, c'est quand même le summum, hein. C'est quand même très
très structuré. Donc. Oui. C'est pas je vais dans la rue, je fais mon œuvre et puis je m'en vais, quoi. Non. C'est toujours. Si on regarde sur Saint-Étienne, vous avez la Dame en rouge et tout. Si on parle. Là, on parle du dessus du pavé du street art. Hein. Après, il y a les gamins qui s'y prêtent, hein, qui font du tag on donne un feutre à un gamin, il va vous faire n'importe quoi sur un mur ou pas, ça peut être très bien, mais les 3/4 du temps, bon, bah, c'est pas top. Après, il y a l'esprit vandale, quoi. Mais si on regarde les gens reconnus à l'heure actuelle, qui sont galeries, qui ont une reconnaissance, ça veut dire nationale et internationale, non, c'est hyper structuré. Sachant qu'ils ont commencé à la base par graffer pour certains dans la rue, et c'est ça qui leur a permis de grandir. Oui. Mais c'est pas une majorité, ça non plus. Hein. Attention, hein, dans l'art contemporain, dans le street art, oui, c'est-à-dire le monde du graffiti, oui, mais le street art en général, non. On fait une petite pause musicale, on reprend notre respiration, on range les stylos et les feutres pendant quelques instants. On écoute Moby avec Life Me Up, on revient juste après. So far, and broken down cars, like strung out old stars, playing talking, served us so well, we traveled through hell, know how we felt, Bonjour, je suis Michel Di Falco. Rendez-vous avec Gilles Charles, c'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook, bien sûr. Et comme on le dit si bien, en mai, fais ce qu'il te plaît. Et en mai, nous serons donc au festival de street art qui aura lieu donc à Roche-la-Molyère les 19, 20 et 21 mai. Je reviens vers vous, Catherine Vazy, avec une question toute simple. Comment on communique sur un tel événement? On le vend à qui, cet événement? On communique sur... on fait venir des gens de toute la France, on fait venir des gens de la région Rhône-Alpes, on fait venir des gens de l'international. Comment ça se passe? Expliquez-moi tout ça. Alors, les street artistes ont un moyen de communication qui s'appelle le réseau. Ils réseautent énormément. Ils ont, pour la plupart, d'ailleurs, des invités de ce festival, des pages Facebook
sur laquelle ils communiquent leur lieu où ils travaillent. Donc il y aura effectivement, il y a de la communication par les réseaux sociaux. Et après, il y a la communication plus traditionnelle, on va dire, avec de la communication sur des magazines, supports, comme Stuart Magazine par exemple, qui va annoncer le festival, puisque c'est un festival qui est reconnu, comme vous l'a dit Fernando. Il y a des artistes qui viennent du monde entier, du territoire bien sûr, et qui sont très reconnus, et les amateurs de street art vont faire le déplacement. Après, le but de Éric Berlivet, c'est de donner une autre dimension culturelle à la ville de Roche-la-Molière, qui n'a pas de musée en tant que tel. On a le MAM à Saint-Étienne qui est très connu, mais où les Stéphanois ne vont pas forcément se déplacer. Là, au moins, c'est un musée à ciel ouvert. L'avantage des Graves, c'est justement que chacun peut passer, regarder, voir comment ça se passe et surtout discuter avec les artistes, ce qui ne se passe pas la plupart du temps dans les musées. Est-ce qu'on sait à peu près les publics qui viennent voir ces murs, les gens qu'on attend pour cette foire d'art contemporain? Est-ce qu'on sait de quel coin ils viennent, de combien de temps ils restent, si ça entraîne du commerce, si ça... Alors, on va plus étudier là ce qui se passe cette année, puisque c'est la 3e année et qu'on va vraiment se rendre compte de la portée du festival et surtout de la foire d'art contemporain, puisque la foire d'art contemporain, les gens vont rentrer dans une salle, donc on pourra un peu plus les comptabiliser. Là, le principe du Grave, c'est que c'est la liberté de tous, donc on passe en voiture pour faire le tour des graffeurs, on s'arrête, donc c'est plutôt familial. Après, la foire d'art contemporain nous permettra de plus voir les publics qui viennent. Il y a forcément du public lyonnais, puisque l'avantage, c'est qu'on a quand même cette métropole très importante et qui aime beaucoup l'art, qui est à proximité. Mais il y a des gens de Marseille, enfin on a un partout. Lyonnais aussi. Hein. Donc dans la foire d'art contemporain, on a plusieurs Lyonnais, et dont un en graffiti que plus ou moins tous les Stéphanois connaissent quand ils vont sur Lyon, c'est Canard. Donc... qui est sous le pseudo de Peck. Et le canard, c'est le petit canard qu'on voyait sur l'autoroute pour aller à Lyon tout le temps, sur les boîtiers électriques. Donc les Lyonnais vont se déplacer effectivement pour venir nous rencontrer. Donc c'est familial, ça peut être familial parce qu'il y a un peu d'animation quand même dans Roche-la-Molière pendant ce festival. Hein. Il y a autour des graffeurs, il y a de la couleur, il y a de la vie. Est-ce que, question technique, est-ce que c'est un événement où il faut payer un droit d'entrée, il y a une entrée, ou c'est totalement gratuit? Comment ça se passe? Alors c'est gratuit et pour les artistes et pour le public. C'est la volonté de base, ma volonté et celle d'Éric Berlivet. Et on a tout fait avec des partenaires privés, les fonds municipaux et la création d'une association donc, qui est le Saphir. Pour le montage, et c'est une année de travail à chaque fois pour regrouper tous les fonds, le matériel, les artistes, et de mettre tout ça en place. Et surtout, le principe de base, c'est la gratuité totale et entière. Quoi. Quand vous parlez de gratuité, les artistes ils viennent, ils font leurs œuvres gratuitement? Oui. Quel est donc, juste, j'allais dire quel est l'objectif? C'est juste de se faire connaître, de se faire reconnaître, de se faire voir pour un artiste? Déjà, non, il y a un retour image, mais qu'on s'entende bien, c'est pas énorme pour eux, hein, parce que c'est des gens, c'est des grosses pointures. C'est surtout une question d'affect, quoi, parce que c'est majoritairement des amis. Et moi, ça fait maintenant 30 ans que je suis dans ce domaine-là, donc je commence à connaître la majorité des gens qui pratiquent cette passion, quoi. Non, ils viennent entièrement gratuitement. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont une prise en charge matérielle, donc ils ont un budget matériel, une prise en charge déplacement, hébergement et couvert. Et à côté de ça, c'est tout. Mais enfin, ils sortent pas d'argent, mais ils en prennent pas, quoi. Voilà. Après, c'est des retombées effectivement médiatiques par rapport à l'événement. Et puis, ce qui est important pour eux, parce qu'ils sont quand même un peu en communauté, hein, tous les graffeurs, les street artistes. Alors, nous, on parle de graffeurs, hein, parce que le street art, il y a aussi de la danse, il y a également des collages. Enfin, bon, il y a tout un art différent. Nous, on parle surtout des graffeurs, et c'est vrai qu'entre eux, ils se connaissent plutôt bien et qui sont heureux de se retrouver pendant ce festival. Donc c'est une vraie histoire d'amitié. Exactement. Ouais. Juste une autre question technique. Une œuvre comme ça sur un mur dans une rue, quelle est sa durée de vie? Est-ce qu'on le sait? Selon le mur, si c'est un mur qui a été apprêté, obligatoirement ça va étendre sa durée de vie. Mais en moyenne,
dans son intégrité totale, il faut compter 5 ans, 5 à 6 ans, quoi, maxi. Après, elle commence à s'effriter, se dégrader. Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, on peut faire autre chose par-dessus ou on peut la restaurer? On peut la restaurer, ça veut dire en la vernissant, on peut la maintenir. Après, si on veut que ça reste, parce que la base du street art, c'est que ça soit éphémère, pour pas que ça occupe trop l'espace public et que ça soit permanent. Mais non, les 3/4 du temps, on reblanchit le mur et puis on refait un graphe. Mais c'est pas du toy, ça veut dire qu'avant, avec l'accord de l'artiste, on reblanchit le mur, en fait. Est-ce que vous avez je sais pas, c'est peut-être bête comme question, mais est-ce que vous avez dans ce genre de manifestation un photographe qui photographie toutes les œuvres et qui après les regroupe sur un livre, sur un document qu'on peut consulter pour laisser une trace? Ça va être fait cette année. On n'avait pas les années qui précédaient. Mais cette année, on a donc aussi un membre de RG4, un photographe, donc Sylvain Rollion, qui suit en fait tous les événements RG4, Saphir et Foire d'art contemporain. En fait, c'est le photographe qui a l'exclusivité pour l'instant, quoi. Je crois que son nom me dit quelque chose, hein. Ouais. On l'a vu quelques fois dans les studios. Une autre chose que je voulais savoir, je vais peut-être poser la question à Catherine. Est-ce que vous pouvez nous donner le déroulé exact de ces 3 jours? Je vous pose une colle, hein. Vous me posez une colle? Non, pas du tout. Donc, le vendredi, les premiers artistes vont prendre possession des murs et vont s'installer. Donc, ils travaillent avec des nacelles pour la plupart. Des nacelles qui vont tourner sur les différents murs en fonction de l'avancée du projet. Donc, à partir du vendredi 10h, on va dire du matin, les premiers graffeurs seront en place et ils vont travailler sur 3 jours. Pour le festival pour la foire d'art contemporain, les horaires d'ouverture, Fernando et de moi, c'est 10h, 18h, le vendredi et samedi, et le dimanche matin. Également l'adresse, puisque vous m'avez dit que c'était dans une société. Donc c'est la zone artisanale de La Chana, à Roche-la-Molière, à côté du Cristal, et c'est l'entreprise Sofoda. En fait. Mais il y aura une signalétique. Il y aura tout ce qu'il faut, restauration, tout pour les gens qui veulent rester toute la journée. Il y aura un food truck donc, qui est de Roche. Et on va mettre aussi des points, des machines distributrices de boissons et tout ça, des terrasses en place. Donc non, il y aura tout ce qu'il faut. Et gratuité totale. Oui. Des boissons aussi? Non. Il n'y a pas de tout. Gratuité totale pour toutes les personnes qui viennent voir et profiter et découvrir des œuvres. Pour rester dans la logistique, quand on crée un événement comme ça, est-ce qu'on se pose des questions sur est-ce qu'on aura la place pour que les gens puissent se garer, parce que ça va attirer beaucoup de monde, je présume, est-ce qu'il y aura assez de place à Roche-la-Molière pour que tout le monde puisse se garer? C'est un peu oui, non, c'est pas une question bête du tout, parce que c'est les premiers points sur lesquels on travaille. C'est le lieu est justement choisi pour ça, pour qu'il y ait un maximum de stationnement. Après, on a une aide aussi énorme donc de la municipalité de Roche avec sa police. Et non, on y veille énormément parce qu'il ne faut pas que ça devienne une nuisance pour la voie publique, enfin les utilisateurs de la voie publique et la commune. Et là, ça va au niveau. Après, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, hein, mais normalement, c'est géré et on essaye de pallier et d'anticiper un maximum de dérapages qu'il pourrait y avoir. Vous avez parlé d'associations, vous êtes combien pour organiser tout ça? Alors maintenant, on est au nombre de 11 personnes pour le Saphir. Et après, vous avez ce qu'on appelle les personnes satellites. Donc les satellites, ça veut dire c'est des permanents, mais bon, qui ont des entreprises. Et on a 47 financeurs. Donc. Non, là, juste pour préciser, là, pour les places de stationnement, donc j'ai reçu un SMS de la mairie de Roche. Actuellement, il y a les bulldozers donc, qui sont en pleine action. Ça démolit et le château et l'Opsis pour pouvoir agrandir donc, les parkings. D'accord. Ouais. Donc on fait pas ils ont mis les moyens. Ils ont mis les moyens. Pour terminer, quel est l'objectif finalement de ce j'allais dire salon, non, de cette foire? Si vous voulez, on est dans le pur plaisir, on est dans quel objectif? À la base, c'est un désir personnel, c'est d'avoir des couleurs, mais le but pour moi, c'est quand on n'est pas issu du milieu de l'art, c'est compliqué de rentrer dans une galerie ou dans un musée, c'est pas une démarche facile. Et donc du coup, c'est plus mettre l'art à la portée de tous, quoi. En fait, c'est ça, et sans qu'on ait
comprenez bien, on est une période de crise, même si maintenant ça va mieux. Enfin, pareil qu'on est en sortie de crise. C'est compliqué d'aller au musée, même si ils font tout ce qu'ils peuvent pour que ça soit accessible à tout le monde, de sortir des moyens, à savoir qu'il y a une gratuité tous les dimanches dans tous les musées, mais ça c'est vrai que c'est pas bien communiqué, mais pourtant ça existe. Mais c'est vraiment de mettre l'art à la portée de tous. Et c'est ce que je dis tout le temps, un pays sans culture finit toujours par devenir une dictature, c'est un peu ça. La culture c'est primordial et ça doit être accessible à tout le monde en fait. Est-ce que vous avez eu dans les 2 dernières éditions des gens, peut-être pas directement, qui vous ont dit c'est moche ce que vous faites, j'aime pas, ça abîme la commune, ça, c'est vilain sur ce gros mur, j'en ai marre de voir ça. Est-ce que ça arrive des réflexions comme celle-ci? Eh ben, même en amont, hein, quand on a mis ça en place avec Eric sur Roche-la-Molière, il faut vous dire que le conseil municipal était, on va dire, à 80% pas d'accord. Hein, on s'en cache pas. Après, c'est un travail, hein, mais au vu des résultats du premier festival, après, au sein même du conseil municipal, c'était 120% pour. Donc, ça change. Les gens, c'est ça. Je pense que c'est compliqué aussi d'amener. On leur pose devant les yeux hein, quand même ça. Donc après, il faut comprendre. Moi, j'aime pas tout dans l'art et je comprends tout à fait les avis. Bien sûr qu'il y en a. Mais c'est vrai que ça tend après. Maintenant, Roche-la-Molière, ils sont fiers de leur ville pour ça. C'est un peu et puis c'est un peu le bon retour, c'est ce qui fait plaisir, c'est ça quoi. C'est qu'ils sont fiers de leur ville et de dire voilà Roche. Si tu rentres du côté Firminy, c'est du côté de Jace. J'habite dans la maison d'Eli Pitre. C'est vrai que ça devient, mais en fait après je pense que c'est la différence et l'inconnu fait peur. Je pense que c'est ça, mais il faut bien que j'avais entendu des trucs moi encore plus bizarres. C'est que à cause des fresques, la taxe d'habitation elle a augmenté à Roche et Elle a doublé, je crois. Hein. Ouais. La cote mobilière aussi. Donc non du tout, non, il n'y a pas d'impact. On a effleuré un peu le sujet tout à l'heure du vandalisme. Est-ce qu'on protège ces œuvres pour pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne les dégrader? Non, le principe même du graffiti avec des pointures comme ça, et puis dans le monde du graffiti et du street art, c'est que on toille pas, déjà ça c'est dans le graffiti, c'est même pas dans le street art, c'est on toille pas. Toyer, ça veut dire qu'en fait c'est resurfacer un graphe qui a été fait par un autre graffeur. On appelle ça toyer, ce qui est un verbe qui n'existe absolument pas, qui vient du mot toy, jouet en américain. Donc si c'est en anglais, si vous faites vous resurfacez un graffiti, vous êtes un toy, donc obligatoirement vous devenez un jouet. Donc personne n'a envie d'avoir l'image d'un jouet. Hein. Donc à savoir que Roche, ça va être la 3e année consécutive qu'il y a le Saphir. On n'a pas au niveau relevé 50 cm, ne serait-ce que 50 cm de dégradation graffiti à Roche sur les deux années qui ont suivi. À savoir qu'à Saint-Étienne, c'était ça aussi. Hein. Quand on avait travaillé dessus, on ne lutte pas contre le street art, on peut que l'accompagner, le valoriser et essayer plus ou moins de le gérer. Mais lutter contre, c'est complètement idiot. Ça énerve les gens. On a été à peu près complet, on a fait le tour de la question. Est-ce que Catherine, vous avez un mot à rajouter, un sujet, un point qu'on aurait oublié? Écoutez, non, je pense qu'on a été très complet. Il y a 9 murs peints aujourd'hui à Roche-la-Molière. Il y en aura 10 de plus les 19, 20 et 21 mai. Donc venez découvrir ces artistes en train de travailler. Rentrez dans la foire d'art contemporain. N'ayez pas peur de venir rencontrer également des artistes qui exposent et qui vendent leurs œuvres. Il y en a, comme je vous l'ai dit, pour tous les budgets et tous les goûts. Puisque comme vous l'avez bien justement dit, ça peut plaire ou pas plaire, mais les artistes sont suffisamment différents pour que chacun puisse trouver chaussure à son pied. Encore une question technique qui me vient, Fernando. Est-ce qu'on travaille différemment suivant le temps? Est-ce que l'œuvre qu'on va créer, est-ce qu'elle sera différente s'il tombe des cordes de pluie ou s'il fait un super soleil éclatant? Les street artistes, c'est des routards. Hein. Mais quand je dis des routards, c'est ils n'ont pas de limite au niveau climatique, si ce n'est qu'une grosse pluie. Ils peuvent travailler sous une petite pluie, c'est-à-dire que la bombe va adhérer. Si la pluie, ça ruisselle sur le mur, la peinture prend plus. Et c'est ça le seul. Au premier festival Saphir et Eli Pitre ont travaillé sur un mur crépi. Il pleuvait, il faisait très très froid. Et en 8 heures, ils ont fait le mur qu'ils ont fait à Roche-la-Molière. Et pourtant, il pleuvait. C'est vraiment, il faut vraiment que ça tombe, quoi. Quand on fait des grandes fresques comme ça, est-ce qu'ils arrivent déjà avec des plans ou alors ils créent au fur et à mesure sur le mur?
Parce que je pense que les plans ils sont dans leur tête, bien évidemment, Oui. mais est-ce que c'est un peu, est-ce qu'il y a un peu d'improvisation? Il y a un max d'improvisation Un max. parce que selon le véhicule, selon l'accès au mur, il y a de l'impro. Après, il y a, on va dire, à 70% une prépa sur petite maquette et des moments, il y a 30%, on se lâche, quoi, en fait. Mais en fait, ces artistes, c'est ce que je dis quand on me... je sais plus quel grand artiste disait, quand on lui posait la question de savoir en combien de temps il a mis, je crois que c'était Picasso, pour faire un tableau. Et il répondait, j'ai mis 30 ans. Donc le travail, moi c'est ce que je dis tout le temps, le talent c'est le temps, quoi. Le 21 mai se clôture donc ce 3e festival de street art à Roche-la-Molière. Quels sont les projets de Fernando Davila, l'artiste, pour le futur? Puis il y en a un paquet. C'est bon, les galeries comme d'habitude, donc Paris, Bellecour et l'International. Projet Miami avec une galerie sur place et surtout mon gros projet qui me tient le plus à cœur, c'est avec Rémi, Catherine Vazine, enfin Rémi Guichard, Catherine Vazine et Marion Roux. C'est RG4 parce que on a une équipe dedans, des artistes en devenir, des artistes qui sont déjà arrivés. Et c'est un beau bébé. Et c'est vrai que là, on est parti sur les chapeaux de roue et que c'est un beau projet et qui tient la route. On est content. Comme je sais que Éric Berlivet est un maire qui fait beaucoup de choses et qui aime créer, est-ce qu'il y a d'autres projets dans les tuyaux pour l'avenir? Ouais, il y en a. On peut pas vraiment parler maintenant parce que j'aime bien parler de ce qui est fait et pas ce qu'il y a à faire. Mais oui, il y en a, et puis avec Galperdrio et Saint-Étienne Métropole, mais on vous en dira plus tard, quoi. Donc on va voir du street art un peu partout dans la région dans les années qui viennent. Ah, qui sait, ouais. Qui sait? De l'art. On va voir de l'art De dans la l'art, rue. voilà, ouais, c'est surtout ça. On va voir de l'art. Mm. Merci à tous les deux d'être venus jusqu'à notre micro dans nos studios de Loire FM. On le dit une dernière fois, est-ce qu'il y a un dernier mot à ajouter pour conclure? Merci à vous de nous avoir reçus. Ouais, merci. Mm. Et on vous retrouve au Saphir. Sans Voilà. problème, je serai là au mois de mai, sûrement avec l'ami le Poulpe. Philippe, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous avec. Et je suis à peu près sûr qu'on parlera une nouvelle fois de politique. À la semaine prochaine. Au revoir. Well, when he's out late at night, if he's got his head on right, well, I lay you 9 to 5, he's walking with steel, brother man say he's Bonjour, afraid of rendez-vous gas. avec les acteurs de la vie nigérienne, c'est toutes les semaines sur Loire FM, l'émission qui vous fait parler et dont on parle. Rendez-vous le jeudi à 18h et le vendredi à 11h pour la rediffusion.